Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF où nous allons balayer une actualité chargée qui va du drame qui s'est déroulé à Coignères où un jeune enfant de 14 ans a trouvé la mort, au débat sur la tauromachie en passant par l'inscription de l'IVG peut-être dans la Constitution. Donc nous avons beaucoup de choses à dire et pour les dire, Véronique Géraud, bonjour. Bonjour Patrice, bonjour. Vous êtes maître de conférence d'économie de gestion à Paris-Saclay. Oui. Athis Barré, bonjour. Bonjour Patrice. Ah, je suis ravi, je vous accueille. C'est une première pour vous dans PAF. Exactement, merci Ravi. beaucoup. Alors, vous êtes conseillère municipale à Poissy, déléguée à la biodiversité et au bien-être animal. Tout à fait. Et donc, quand on va parler de tauromachie, vous allez sortir les mondéries. Florence Mercadet-Choquet, bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes avocate au barreau de Versailles. Et Jean-Charles Lajoigny, vous êtes éditeur et voilà. À ce titre, vous étiez au Salon du Livre des Lencourt ce week-end avec des auteurs. Oui, j'avais deux auteurs. Ça s'est bien passé? Pas mal, c'était bien. Oui. Bon. Je crois que c'est la dernière fois que ça se passe dans la commanderie. Ah, oui, parce que la commanderie va changer. Ça change de site. Et on avait un auteur de notre livre, là. Alors, justement, et nous sommes aussi avec Jean-Michel Schlosser. Merci d'être avec nous. Vous êtes criminologue, vous êtes docteur en sociologie et vous êtes notamment chercheur au centre de recherche sur les institutions pénales de l'université de Versailles-Saint-Quentin. Vous êtes aussi chercheur à l'université de Reims. Et je vous montre le livre que vient de publier Jean-Charles qui va vous intéresser parce que ça s'appelle 22 v'là les flics. C'est des nouvelles. Nouvelles écrites par des anciens flics. Hein. Alors, par des anciens et des actuels. Et des actuels. Soit des flics, soit des ex-flics qui nous ont confié une nouvelle inédite, plus ou moins sur le thème de l'enfance, avec des enfants victimes ou des enfants parfois criminels d'ailleurs, dans ce livre. Et les droits d'auteur vont... Voilà, les droits d'auteur plus une part de l'argent qu'on est censé toucher, on reverse 1,50 € aux orphelins de la police. D'accord, voilà. Et alors, je dis ça à Jean-Michel, parce que Jean-Michel, avant d'être chercheur, était policier, hein, c'est ça? Tout à fait. Il y en a une préface d'Olivier Marchal qui est très sympa. Avec une préface d'Olivier Marchal. Mais on vous passera le livre. Et puis, il faudra écrire une nouvelle l'année prochaine. Jean-Michel, avec vous, je vais vous avoir parce que je voudrais qu'on revienne sur ce qui s'est passé à Coignères, rixe entre bandes rivales et qui aboutit à la mort d'un jeune garçon de 14 ans. Je regardais, il y a ces rixes entre bandes rivales se multiplient. Je crois qu'on en a compté à peu près 330, 340 en 2020 ou 2021. Hein. Comment on explique ce phénomène ? C'est un phénomène qui existe depuis déjà plusieurs années, hein, qui est récurrent mais exponentiel depuis quelques temps. Il est clair qu'il va falloir cesser le débat sur la société est-elle violente, devient-elle violente, est-elle de plus en plus violente. Elle l'est effectivement. Moi, je note surtout une chose dans cette augmentation des violences, c'est qu'on voit parallèlement, de façon quasi systématique maintenant, avec et au-delà de ces violences, l'utilisation d'armes, soit d'armes blanches, soit ce qu'on appelle en droit d'armes par destination, qui traduisent pour moi une véritable volonté de faire mal, alors au sens très fort du terme, voire plus loin de tuer. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement préoccupant. Et je crois qu'en même temps, face à des esprits qui n'ont pas encore le recul nécessaire pour avoir précisément ce qu'on appelle un esprit critique, il y a aussi, vous utilisiez le mot de sociétal tout à l'heure, et il y a aussi quelque chose qui pour moi me semble très important. Au-delà des mesures de prévention, des mesures de répression, ce fameux couple dont on discute depuis des années, il y a une ambiance très violente dans la société elle-même. Je prends deux exemples très simples. Vous savez, vous allez me dire, ce ne sont que des mots, mais les mots ont leur importance. Dans tous les domaines, j'observe ces derniers temps, que ce soit dans le domaine journalistique, sportif, culturel, l'emploi de termes qui confinent, qui sont en fait un vocabulaire guerrier. Regardez en sport, par exemple, deux équipes se rencontrent. Et il y a quelques années, une équipe allait battre l'autre. Aujourd'hui, on va les défoncer. Vous avez, y compris dans le domaine culturel, des concours de chant. Ce sont plus des concours, ce sont des batailles
en anglais en plus, hein, et on va s'affronter, comme si on pouvait s'affronter en chantant. Alors, ça peut être sur le moment pas une grande importance, sauf que ça infuse dans des esprits qui ne sont pas encore totalement développés, totalement formés à l'esprit critique, et c'est quelque chose qui, à mon avis, renforce aussi cette violence. À côté de ça, il y a les constats habituels qu'on a faits. Sauf qu'il serait temps que les pouvoirs publics, alors tant nationaux que locaux, s'entendent pour enfin apporter des réponses et cesser de faire toujours les mêmes constats sur, quant à encore une fois, se débattre sur y a-t-il ou pas violence. Oui, il y a violence clairement, et même les sociologues certains sociologues qui pendant des années avaient tendance à mettre uniquement sur le social la cause de tous ces maux. Moi, je dirais aujourd'hui que social ou sociétal est un mot M-O-T qui cache parfois le manque d'ambition et le manque de résultats qu'on a face au mot MAUX. Florence Mercadet ? Oui, j'aurais souhaité vous poser une question, monsieur. Est-ce qu'on peut voir ce développement de violence physique depuis les réseaux sociaux, où ça peut se déchaîner sur les réseaux sociaux de façon verbale, mais qui des fois aussi, au travers de harcèlements extrêmement violents, peuvent aussi se traduire par derrière des violences physiques. Donc est-ce qu'on peut observer cette augmentation de violences réelles physiques par le développement des réseaux sociaux ? Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a un lien à faire. Les réseaux sociaux sont devenus un incubateur, voire un accélérateur de cette violence. Il y a on se teste par les réseaux sociaux, on s'agresse par les réseaux sociaux. Alors là, en l'occurrence, bien sûr, verbalement. Je trouve que c'est toujours, là encore une fois, c'est très connoté. L'utilisation des mots, là encore, a son importance. Et effectivement, c'est une caisse de résonance, d'amplification, de provocation. On le voit d'ailleurs, alors il y a l'exemple le plus frappant, c'est les groupes de rap. Alors est-ce que c'est une posture, est-ce qu'ils en jouent ou pas? Mais en tout cas, le résultat, on le connaît. Oui, les réseaux sociaux, incontestablement, ce ne sont pas les seuls responsables, malheureusement, mais les réseaux sociaux jouent un rôle effectivement très important dans cette montée de la violence. Vous parliez de cette violence qui s'infuse dans toute la société et chez des très jeunes, puisque là, la victime a 14 ans. Est-ce que justement le fait que ça soit des tout jeunes gens, des tout jeunes ados, on n'a pas des ados, c'est presque des enfants, complique le travail peut-être de la police ou de travail de prévention et de répression d'ailleurs? Ça le complique à deux niveaux, le travail de la police et le travail de la justice. D'abord parce que ce sont des mineurs et que on est en France... volance-nolance, toujours dans l'idée de chien perdu sans collier. Or, Gilbert Cesbron, c'était il y a très très longtemps. Aujourd'hui, la violence n'est plus la même, mais il y a toujours, si vous voulez, cette législation sur les mineurs qui vont procéduralement compliquer. Mais surtout, ce qui complique en plus, à mon sens, et ça tous les policiers actuellement en service vous le diront, il y a une non prise en compte de ces événements violents. Et les jeunes, bien souvent, n'ont, y compris quand ils sont devant les policiers ou devant les juges, n'ont aucune conscience réelle de ce qu'ils ont fait. Bon, je l'ai fait, voilà, ça n'a pas une grande importance. Et pour en revenir à la question de madame il y a 2 minutes à propos des réseaux sociaux, là aussi on peut faire un lien, à savoir que j'ai donné un coup de couteau, vous savez, sur un réseau social, ou sur un jeu, on s'associe au jeu, quand on donne que l'adversaire tombe, on appuie sur la touche reset et puis tout va bien. Sauf que dans la vie réelle, il n'y a pas de reset. Mais chez les jeunes, ça n'a pas une grande importance et ont-ils véritablement conscience de leur acte et de la profondeur de leur acte et de leur responsabilité? Très souvent, les policiers et les magistrats vous diront que c'est terrible, mais malheureusement, la plupart des cas, non. Jean-Charles ? Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une certaine impunité pour les belligérants vu leur âge? Parce que c'est vrai que... C'est ce qu'il disait un peu, voilà. oui. Donc oui, bien sûr. C'est ça aussi, c'est que comme je parle sous le contrôle de Maître Mercadet, mais si on a moins de 13 ans, il n'y a quasiment pas de sanction pénale possible, si?
Non, moins de 13 ans, non, mais là, voilà, en l'espèce, la personne qui a attaqué ce jeune a 16 ans. 16 ans, oui. Non, mais, donc là, ça va pas être la même histoire. Mais dans les bandes, il y a beaucoup de gens très jeunes. Oui, mais dans les gens très jeunes, quand on a des situations aussi dramatiques, il se trouve que le jeune en question va peut-être se retrouver avec famille d'accueil, où il va être sorti de sa famille, où il va y avoir quand même un suivi par un juge pour enfants, va y avoir quand même des choses qui vont se déclencher, qui sont effectivement, c'est pas de la prison, mais il y a derrière tout un suivi qui se met en place, au moins jusqu'à sa majorité. Ce qui est aussi une certaine contrainte, mais bon, ça peut ne pas être entendu aussi par la société, parce que ce ne seront pas des peines d'emprisonnement et des peines radicales. Bon. Jean-Michel, il y a des choses qui marchent. Alors, c'est très compliqué de dire comment éviter ce genre de meurtre, mais il y a des choses qui marchent. Il y a l'associatif quand même, parfois, dans les quartiers, et il y a la dérivation de la violence. Je sais que dans des banlieues où il y avait des bandes rivales, ils les ont fait entraîner par des stars de la MMA, par exemple, et du coup, ils ont dérivé le conflit en une sorte de jeu, et ça a plutôt marché. Ça, c'était justement la sortie d'un truc de MMA. Oui, là, il se trouve que là, c'était la sortie d'un truc de MMA. Oui, non. Toujours, mais non, sauf que là, ils avaient entraîné des bandes rivales, et chacun avait... Et donc, ils se sont combattus, mais ça a été un combat presque en règle, avec des règles, quoi. Est-ce que c'est des solutions qui peuvent fonctionner? C'est une solution, mais peut-être dangereux, surtout s'agissant de MMA, mais souvenons-nous que pendant des années, le sport constituait un moyen d'échange, un moyen de pratique de l'altérité, de la connaissance et de la reconnaissance, et du respect, bien évidemment, de l'autre en fonction de certaines règles. Je lisais pas plus tard que ce matin l'interview d'un maire d'une commune de la banlieue parisienne, je sais plus laquelle, et qui disait qu'il a mis en place quelque chose qui me semble intéressant, c'est de prendre des gamins entre 11, 12 et 16 ans de différents quartiers, voire de différentes communes, et de les faire vivre ensemble, c'est le cas de le dire, de les habituer, vous savez, parce qu'il y a aussi cette confrontation de territoire, de les habituer à se connaître, et connaître l'autre, c'est un grand pas de fait. Ça, je pense que ça peut être une bonne chose. Et je dirais, dans le même temps, il y a aussi le fait de sortir certains jeunes d'un engrenage qui fonctionne beaucoup par ce que j'appelle, moi, le mimétisme métifié, avec des rites de passage, des rites de passage violents, notamment. Tu vas agresser ceci, tu vas voler cela, tu vas voir, on a vu même dans certains gangs, à l'image des gangs américains au départ, ça commence à venir en France, on n'en est pas encore là, mais enfin bon, j'espère que ça ne viendra pas, mais je suis assez peu optimiste pour tout vous dire, des systèmes de passage à l'acte, et tant qu'on est, si vous voulez, pris dans ce mécanisme qui devient vite un maelstrom de violence, donc il faut sortir les gamins de ce milieu-là. Alors les sortir, ça ne veut pas dire forcément les mettre en prison, mais en tout cas il y a la nécessité de les évacuer d'un monde constant de violence, encore une fois, de violence physique, de violence verbale, de violence morale. Là, il y a quelque chose à faire. Et puis, bien évidemment, combattre le sentiment d'impunité, qui est, je peux vous le dire, très très fort chez ces jeunes qui s'estiment que rien ne peut m'arriver. D'abord parce que, comme l'a dit l'avocate, je suis mineur, donc voilà. Et puis, quand je serai un mineur un peu plus vieux, c'est-à-dire accessible à une sanction pénale, mais malgré tout avec des possibilités d'une peine peut-être un peu moins lourde. Bon. Alors, vous savez, quand vous avez un dossier avec 20 ou 30 ou 40 inscriptions et que vous arrivez à 18 ans et qu'on vous donne une première vraie peine, vous ne la comprenez pas, quelque part, je dirais que c'est assez normal et c'est assez humain. C'est dangereux. Une dernière question de l'avocate et puis... Une dernière observation et question. Je pense qu'au-delà de la problématique des réseaux sociaux, il y a les jeux vidéo
aussi qui sont. Ils en parlaient d'ailleurs tout à l'heure. Excusez-moi, oui, parce qu'il y a des jeux vidéo hyper violents. Oui, c'est ça. Non, mais hyper violents avec des jeunes qui restent 4 heures, 5 heures, et en plus en réseau à se combattre au travers de jeux vidéo hyper violents. Et ça, il y a peut-être une responsabilité des parents qui laissent faire parce que pendant ce temps-là, ils font autre chose. S'il y a des parents, oui. S'il y a des parents, exactement. Et en plus, ils font ça la nuit, probablement hors la vue des parents. Donc ça, ces jeux vidéo hyper violents sont aussi très responsables. On ne sait jamais si c'est un dérivatif ou si c'est... C'est un excitant aussi. Ça peut être... Oui, c'est-à-dire qu'ils se rendent, comme disait monsieur, ils se rendent plus compte de ce qu'ils font parce que dans le jeu vidéo, ils le font et ils ont peut-être un problème d'absence de dissociation entre le jeu vidéo et la vraie vie. Quoi. Mais c'est vrai, Jean-Michel Chausser, que les criminologues ne savent pas trop si c'est cathartique, comme dit Jean-Charles, ou si ça conduit à plus de violence. Enfin, on se débat toujours de ça, non ? Le débat est toujours ouvert. Alors, en plus, on manque peut-être, j'allais dire, de recul parce que bon, les jeux vidéo, c'est pas nouveau, hein, mais bon, on n'a pas 50 ou 60 ans d'études qui sont faites. Et il est toujours difficile de dire si un artefact, parce que c'en est un en l'occurrence, un jeu vidéo, a une responsabilité ou une implication absolument directe et réelle sur le vécu et sur le passage à l'acte. Mais il y a des liens, c'est tout à fait évident. Merci infiniment. À moins que Véronique, vous disiez... Non, je pense à la douleur des familles. Je pense que, une fois encore, les vraies victimes sont les familles et la douleur est irréparable. Je pense que la société n'a pas de réponse sur ces plans. Donc, Atis, non, vous voulez dire un mot ? Non, mais j'interviendrai après. Je vais faire un lien, justement. D'accord. Merci infiniment, Jean-Michel Chausser. Et puis on se retrouve très vite. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Merci. Alors on va passer à d'autres actualités. Alors il y en a une première, comme ça il y a plusieurs petites choses. Je vais vous demander si ça vous intéresse ou pas. On va faire l'actualité en vrac. Alors, en vrac, alors, première actualité, oui, vous avez vu qu'il va y avoir une Française dans les étoiles. Qui s'appelle Sophie Adno, qui est ingénieure, qui est pilote d'essai d'hélicoptère. Ça doit être pas mal, ça. Hein. Oui, c'est vachement bien. C'est intéressant qu'on revienne quand même à cette conquête de l'espace. Si en même temps qu'on va dans l'espace, on pouvait essayer de parler français, tout le monde parle d'astronautes. En fait, en Europe, ce sont des spationautes. Voilà. Donc, si on pouvait de temps en temps employer les bons termes, ce serait quand même l'astronaute bien. Les astronautes sont américains, les cosmonautes sont russes, les spationautes sont européens. Et les Chinois ? Les taïkonautes sont chinois. Voilà. Et il y a un truc pour les Indiens dont je ne me souviens plus, un nom qui est assez comique, mais voilà. Et donc, c'est vrai que c'est des spationautes. Elle est spationaute. Nous, on a des spationautes. Donc, c'est là. Comment ? Les bouddhatonautes. Non, pas tout à fait. Mais c'est bien. Non, c'est vrai que la conquête de l'espace, c'est quelque chose qu'on semblait avoir abandonné. Alors, elle revient aujourd'hui, notamment, il y a le Latmos de l'UVSQ qui envoie beaucoup de mini-satellites, de micro-satellites. Et c'est vrai, il paraît que l'espace, il y a un embouteillage absolument terrible. Non, c'est vrai. C'est le problème, parce que finalement, c'est un bien public, c'est même plus qu'un bien public mondial, c'est un bien commun. Et la tragédie des communs, c'est un peu comme une copropriété, ce qui est à tout le monde est à personne. C'est-à-dire qu'on aime en profiter, mais pour gérer et pour instituer des règles et justement cette pollution qu'on peut avoir, qui va en décider, c'est un sujet. Absolument. Bon, c'est assez vaste. Quand même. Et c'est vrai que oui, mais il y a un droit maritime, je ne sais pas s'il y a un droit de l'espace qui attribue des... Il faudra avoir des droits de propriété, justement, mais le problème est là. La Lune, ils sont mis d'accord. Peut-on avoir un droit de propriété sur quelque chose qui est infini, qui est infini. Et voilà. Parce que c'est impossible de le déterminer. Dès qu'on parle de l'espace, on s'envole dans les hautes sphères. C'est absolument génial. Parce que qu'on est sur la Lune et après qu'on envisage vraiment d'aller sur Mars, c'est époustouflant. Ça donne vraiment quand même... Est-ce qu'ils se préparent pour aller sur Mars, peut-être, un jour Je ne sais pas comment on va faire, parce que c'est combien de temps pour... 1 an et demi. Oui. Il faut aimer le voyage. Voilà, 1 an et demi de voyage. Il ne faut pas être claustrophobe. Quand on a fait 1 an et demi de voyage, je pense qu'on n'a pas envie de rester 2 minutes. Non. On reste un peu sur place, et après on repart. Juste un week-end, c'est embêtant. Donc,
Et c'est une vraie question, les retombées économiques, parce que finalement, il y a des vraies barrières à l'entrée, il y a presque même des sunk costs, des coûts irrécupérables, parce qu'une fois qu'on a investi, on n'est pas sûr d'avoir la possibilité de tout utiliser. Et donc cette question des retombées, je crois que c'est Branson qui disait, alors c'est pas l'espace, mais c'est l'aéronautique, c'est un peu pareil. Pour être millionnaire dans l'aéronautique, il faut commencer milliardaire. Et il y a vraiment cet aspect. On a l'impression que ça fond. Oui, on ne sait pas quelles sont les retombées. Mais on ne peut pas non plus s'en priver. Et on ne peut pas s'en priver, absolument. Et il y a des retombées scientifiques, notamment sur le corps humain, qui sont exceptionnelles. Et peut-être, il y avait aussi l'idée d'avoir d'autres planètes possibles pour la vie. Il y avait cette idée-là. Même déjà, soyons plus pragmatiques, juste une planète poubelle, par exemple, pour mettre tous nos déchets. On pourrait, voilà. Alors, donc ça, c'était l'espace. Deuxième petite info en politique, Monsieur Quatennens, alors, qui est député LFI, vous savez, qui est donc accusé d'avoir frappé son épouse, qui sont en divorce, etc. Est-ce qu'il veut revenir à l'Assemblée? Ça semble un peu compliqué dans son propre groupe. Mais oui, mais là, on est au bon temps du stalinisme. Enfin, je veux dire, le type est... Non, mais il est accusé, ok, il est accusé, je sais pas, la présomption d'innocence, c'est quand même important. Il n'a pas été jugé par qui que ce soit, si ce n'est pas un comité politique de la NUPES. Il y aura un jugement le 13 décembre. Hein. Enfin, c'est pas un jugement, c'est une reconnaissance de culpabilité, ce qui n'est pas la même chose. Parce que ça veut dire... Oui, non, mais ça veut dire qu'il faut que lui accepte de reconnaître sa culpabilité et négocie la peine avec le parquet. Et ensuite que ce soit homologué par un juge. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il reconnaisse sa culpabilité. Et je suis pas sûre qu'on soit parti là-dessus. Il a juste reconnu la gifle pour l'instant. Oui. Et après, on regarde par le trou de la serrure, et moi je trouve ça un peu quand même déplacé. Après, ce qui est compliqué, c'est que il est. Alors si j'ai bien compris, il est en arrêt maladie, mais il peut continuer à voter. Et là, il y a une vraie question politique, parce que lui demander de partir, ça signifierait, finalement, il ne peut plus voter. Donc il y a peut-être aussi un enjeu politique qui fait qu'il n'est ni soutenu, ni enfoncé par son parti. On peut faire un parallèle avec les élus représentants du personnel, qui sont en arrêt maladie, mais ils peuvent venir exercer leur mandat et voter. Ah oui, même en arrêt maladie. Absolument. Ouais. Mais ce qui est tout là, il y a une scission au sein du groupe LFI, on voit bien. Il y a un peu les anciens et les modernes, d'ailleurs, c'est un peu ça. Les révolutionnaires et puis les classiques. Oui, et plutôt les femmes et les hommes, d'ailleurs. Ce qui est tout à fait scandaleux, c'est que, encore une fois, moi, c'est pas du tout mes opinions politiques, Monsieur Quatennens, mais il y a cette présomption d'innocence, et ensuite, les gens de son parti ou de l'autre parti, là, chez les écolos ayatollahs, qui disent qu'il doit s'en aller. Mais je veux dire, il n'a pas volé son élection, il a été élu par le peuple, c'est-à-dire qu'il se représente une autre élection et qu'il ne soit plus élu, certes, très bien. Mais c'était une des solutions possibles, c'est-à-dire qu'il se démissionne, qu'il se représente, et s'il avait la légitimité d'une autre élection, ça serait beaucoup plus difficile de... Je trouve que c'est incroyable de lui demander de démissionner, de se faire réélire, alors qu'il est pour le moment présumé innocent. Bien sûr. Enfin, il est présumé innocent, il l'a reconnu. Une gifle, c'est pas la même chose que de reconnaître ce qu'elle lui reproche maintenant. Voilà. Ce qu'elle lui reproche maintenant, c'est beaucoup plus grave. Oui. Mais ce que disent les féministes, c'est qu'une gifle, c'est qui vole un œuf, vole un bœuf. Absolument. Oui, mais alors j'aimerais. Oui, enfin bon. C'est déjà le début de. À partir du moment où il l'a reconnu, et on peut quand même s'attendre à ce qu'un homme politique soit exemplaire. On a attendu une exemplarité. Le sujet de la violence faite aux femmes est un sujet qui a été vraiment pris et mis en avant par ce gouvernement en particulier, enfin par les autres aussi d'ailleurs. Mais à partir du moment où on veut mettre ce sujet en avant, il faut qu'on soit en cohérence avec ses faits, enfin ses paroles et ses actes. Je dis pas, je veux pas l'accuser nécessairement, mais je trouve que c'est l'image, le message qui est envoyé. Enfin, moi, ce que je trouve, c'est l'avocate qui parle, hein, mais ce que je trouve assez choquant, c'est qu'on a pour le moment qu'une seule version. On n'a pas la sienne. Alors il dit reconnaît une gifle. Dans quelles conditions ça s'est passé? Qu'est-ce qu'elle, parce que pour arriver à mettre une gifle, je pense que l'échange entre eux n'était pas hyper calme. Vous favoriez les hommes violents, vous? Non, je suis pas pour les hommes violents, mais à un moment donné, on peut déraper une fois dans sa vie. Une fois dans sa vie. Je veux dire, dans ce cas-là, on peut jamais se permettre de fesser aux enfants. C'est la fois de trop, c'est la symbolique aussi. C'est qu'un homme qui est à l'Assemblée nationale ne doit pas arriver à mettre une gifle. Il est censé représenter les autres hommes aussi. Oui, dans un couple, on peut s'engueuler, on peut se gronder, mais c'est pas pour autant qu'une femme va recevoir une gifle par un homme parce qu'elle a dit un mot de plus. Il y a une disproportion par rapport à ça. D'abord, sa femme avait demandé à ce que ça ne soit pas dit et à ce que ça reste confidentiel au début. Alors après, elle est partie. Non, mais au démarrage, c'est une politique qui a mis ça sur la table alors que sa femme avait dit c'est quelque chose de privé et je ne veux pas que ce soit dit. Donc il y a une instrumentalisation par
une personne féministe. Et moi, ça me choque, ça. C'est sûr, il y a l'instrumentalisation, mais comme je dis, c'est la symbolique derrière. C'est que si lui se met à mettre une gifle, là, tout à l'heure, on parlait dans les quartiers, on va dire, c'est tout à fait normal qu'on arrive... Non, on ne peut pas comparer. C'est la symbolique. On arrive de là et on va dévier encore plus loin. Je ne suis pas expert escape mince, mais elle a dit aussi qu'elle l'avait giflé. Donc voilà, on verra. Attendons les Français. Non, mais on dit qu'on va pas rentrer dans les salles de bain. Est-ce qu'une femme a le droit de gifler son mari? On doit discuter, on doit dialoguer. C'est la violence conjugale. Une claque d'un côté, une claque de l'autre. Voilà, je veux dire, attendons que les professionnels de la profession fassent leur boulot. La justice doit trancher. Il n'y en a qu'une version. Et moi, ce qui me choque, c'est de pouvoir juger les choses sur une version. Mais ça, c'est l'avocate qui parle. Voilà. Oui, mais est-ce qu'un homme violent qui a reconnu sa violence a sa place à l'Assemblée nationale? C'est juste la question. Et c'est ce que dit Atis. Je suis assez d'accord avec ça. Un homme coupable, non, coupable, pour l'instant, il n'a pas reconnu sa violence. Reconnu coupable. Voilà. Moi, c'est la justice qui doit trancher. C'est pas un carteron de féministes surexcité qui va juger et qui va nous dire qui a le droit de représenter le peuple ou pas. Parce que lui, il n'est pas surexcité quand il frappe. Un petit particulier, c'est le dauphin de Mélenchon aussi. Donc il avait une carrière, on le promettait une carrière assez brillante. Peut-être que c'est une façon aussi de lui couper les ailes. Donc là, il y a aussi cet élément-là. Je pense que parce que la même bande a dénoncé outrageusement M. Bayou, qui n'est pas non plus mon idole, mais enfin, je veux dire, elles avaient quand même monté un comité qui a enquêté pendant 3 ans sur sa vie privée pour arriver à prouver que c'était un type pas bien. Lui n'a jamais été entendu. On nous oblige à entendre ça. J'ai pas envie d'entendre ça. Mais est-ce que ces femmes, est-ce que c'est Sandrine Rousseau qui est capable d'organiser un coup politique aussi immonde que celui-là à sa place à l'Assemblée? C'est pas immonde. Elle se base sur des faits. Engager 3 personnes pendant 3 ans pour enquêter sur Julien Bayou. Il se trouve que c'est des femmes qui ont témoigné un certain nombre de... Oui, mais alors pourquoi n'a-t-il pas été entendu, lui, pour avoir sa version? Il y a eu... Bayou. Il n'y a pas. Non, mais il n'a pas été entendu. Il y a une commission à LFI. Oui, mais dans la commission à LFI, il n'a jamais été entendu. Je suis désolée, mais on est en démocratie. Il y a des règles. Non, mais c'est vrai, mais qu'on est dans un monde où la justice n'est pas le seul maître étalon. J'espère bien que ça devrait. Non, mais ça devrait. C'est les réseaux sociaux. Patrice, c'est grave ce que vous venez de dire. Non, si c'est grave ce que vous venez de dire. Dans un certain nombre de cas, et notamment sur les violences faites aux femmes, parce que il y en a eu beaucoup qui ne sont pas apparu au jour, parce qu'il y avait une chape de plomb. Ça change, et évidemment vous êtes dans une période où peut-être il y a un déséquilibre d'un côté, mais en attendant un autre équilibre. Je trouve quand même choquant. S'il faut attendre que les policiers veuillent bien prendre les plaintes, que les juges veuillent bien juger pour que ça vienne au jour. Non, mais si. Non, mais ça c'est un discours populiste. Alors là, je suis pas d'accord avec vous. Populiste. Non. Atis est d'accord avec moi. Non, mais il y a une commission. Laissez parler une femme. Atis est d'accord avec Patrice. Dans mon entourage, j'ai des femmes qui sont menacées, qui ont du mal à divorcer. Elles vont voir les officiers de police. On les prend pas au sérieux. Vous revenez, vous repassez à telle heure, et les femmes disent on est réellement menacées. Réellement menacées. Il faut qu'elles prennent un avocat. Mais l'avocat, un avocat dans les féminicides qu'on a vu, il y a beaucoup de cas comme ça. Ça prend des années. Et même après la procédure. J'accuse pas Katnas de féminicide, que les choses soient claires. Mais juste au cas de M. Bayou, je trouve très choquant. Il y a une commission qui est avec des gens qui sont des députés, des parlementaires, donc qui représentent le peuple aussi, et qui n'entendent qu'une version, et qui n'entendent pas M. Bayou, et qui partent bille en tête sur les versions de ces femmes, qui sont peut-être vraies. Je ne sais pas, là, je ne remets pas en cause la parole des femmes. Ce que je mets en cause, c'est que nous sommes dans une démocratie, et que dans le cadre d'une démocratie, il faut entendre toutes les parties. Et d'ailleurs, dans le règlement de la commission de LFI, dans le règlement de la commission de LFI, ils doivent entendre tout le monde. Et ce qu'ils n'ont pas fait. Et c'est ça que je reproche. Je ne dis pas que M. Bayou, il est tout blanc et qu'ils sont tout noirs. C'est les écolos. Oui, c'est les écolos. Mais ça, je trouve que c'est absolument condamnable. Un homme qui est à l'Assemblée nationale ne doit pas mettre une gifle, une claque, doit prendre de la hauteur. Il doit être... de la hauteur. Peut-être que c'est cette femme, on ne sait pas ce qui se passe derrière
barrer les portes, peut-être c'est elle qui était en tort, mais doit prendre de la hauteur, dialoguer avec elle, et c'est le message qu'il doit renvoyer à nous, Français, et au monde entier. On demande de l'exemplarité en matière financière, pourquoi pas en matière de conduite vis-à-vis des femmes? Enfin, ça me paraît pas... Je dis que ce type a été élu par le peuple, voilà, et il a sa place à l'Assemblée aussi. Il faudrait peut-être qu'il se représente. Qui se mettent en retrait, je trouve que pour le moment, c'est normal, parce que il y a les débats qu'on a, et ça démontre que pour le moment, il vaut mieux qu'ils se mettent en retrait. Autre sujet, c'est l'enquête du CEVIPOF sur les maires qui est assez inquiétant d'ailleurs. Enfin, d'abord, il y a une inquiétude grandissante des maires sur des questions budgétaires et financières. Parce qu'ils ne savent pas comment faire avec la montée des dépenses d'énergie pour chauffer les piscines, les écoles. Mais dans cette étude, il y a un autre sondage qui dit que 63% des maires ont été victimes d'agressions. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. 10% de plus. Vous sentez ça ? Alors oui, on le ressent. Notre maire, notre ex-maire, M. Carl Olive, il a été plusieurs fois menacé, qui est député maintenant, il a été plusieurs fois menacé, courrier dans sa boîte aux lettres. Et il y a même quelqu'un qui est venu chez lui un jour. Également une fois devant la mairie, quelqu'un qui a essayé de l'assassiner, et c'est une personne qui est très proche de ses administrés et qui a évité ça de peu. Donc oui, alors qu'il... Enfin, être maire, c'est comme une vocation, donner de soi, donner de sa vie familiale, de son temps. C'est pas un métier qu'on apprend, et avoir ça en retour de l'agressivité, c'est fort dommage. C'est rare de trouver des gens qui veulent être maire. Il y en a plein qui ont une capacité. Il y en a beaucoup qui ont. Il y en a de moins en moins d'ailleurs. Voilà, qui veulent. Il y a la peur, parce qu'il y a ça, il y a les procès, parce que, je sais pas, le panneau de basket tombe. C'est vrai que c'est un sacerdoce, quoi. Ouais. Et on a apporté de gifles, dit Gérard. Oui, c'est ça. Et là, c'est ça. Il le disait. C'est une phrase qu'il avait prononcée avant qu'il y ait autant de violence contre les maires. Il voulait dire par là qu'on pouvait se faire engueuler quand on était maire, ce qui est plutôt sain, alors pour le coup. Mais que ça aille jusqu'aux violences, c'est quand même. C'est vrai qu'il y a aussi, d'une façon générale, enfin, un moindre respect de l'autorité, d'une façon. Enfin, on le voyait tout à l'heure quand on parlait de ce qui s'est passé à Coignères, mais c'est vrai, il y a ça aussi. Enfin. Après, notre avocate l'a dit tout à l'heure, il y a les réseaux sociaux. Maintenant, tout le monde se lâche. Il y a des bandes qui se forment en réseaux sociaux, tout le monde est derrière son écran. Que faut-il faire ? Il faut lire juste ce qui est positif et pas lire le reste. Mais ouais, les réseaux sociaux, ça engraine. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que je suis adhérente d'un groupe sur un réseau social de ma commune. Et donc je lis un peu de voir ce que les administrés écrivent. Et à des moments, je suis hyper choquée de la violence qui peut être écrite contre une décision d'un maire. Ou c'est quand même assez... Alors je ne pense pas que ces gens-là vont aller insulter le maire, ou j'en sais rien, mais déjà, ne serait-ce que sur le réseau social, c'est très violent. C'est très très violent. Ouais. Ouais, si ça dérive, des insultes, c'est très surprenant. Mais parce qu'on peut se lâcher, on peut tout dire. Voilà. En plus, c'est la fonction politique préférée. Le maire était au-dessus, bien entendu, des autres. Il y a 74% des Français qui font confiance en leur maire, et il y en a 63% qui ont une bonne image du maire. Il est honnête, enfin, etc. Et quand on dit la proximité avec le maire, je pense aussi que le maire fait peut-être un pare-feu. Il est agressé par procuration, parce que à partir du moment où la crise s'installe, où il y a des revendications, on ne peut pas atteindre l'État central, on va voir le maire, il est tellement proche, il a vocation à aller dans la rue. C'est plus facile d'avoir qu'un ministre. Donc voilà, il est plus facile à atteindre qu'un ministre. Donc il est certainement aussi un moyen un relais, et ça c'est particulièrement sensible aujourd'hui. Mais il y a quand même un grand paradoxe entre le fait de voir cette violence monter à l'écart des maires, alors que le maire est quand même la personne, et même en termes de notoriété, il est 3 ou 4, 5 fois plus connu, une meilleure notoriété que le député et même que le sénateur. Je crois que le sénateur est en fin de liste. Donc là, il y a vraiment... Parce que je ne sais pas ce que c'est. Voilà, ils ne connaissent pas le nom. Quand on demande la notoriété, ils ne connaissent ni la fonction, ni le nom. Moi, je pense que c'est sympa. Alors que le maire, c'est vraiment celui des édiles qu'on connaît. Alors, quand on dit agression, il faut modérer. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a un tableau très complet, il y a des incivilités, il n'y a pas que des agressions physiques, heureusement, dans les 63%, mais il y a ce sentiment très partagé chez les maires. Vous avez fait le Black Friday ou pas ? Oui. Non. Oui. Ah oui. Donc vous êtes pour ? Moi, je suis pour. Qui est-ce qui est contre ?
Personne? Si, si, quand même, Florence. Un peu moins, oui. Enfin, un peu moins. Allez, bon, un petit débat sur le Black Friday. Contre Olivier. Alors, on commence par le pour ou le contre? On va commencer par le contre. Allez. Moi, j'aime bien prendre les critiques et après, on y va. Non, c'est vrai que... Moi, je suis assez contre tout ce qui est... on achète un pull à 4 €, tout ce qui est prix bas, parce que derrière un prix bas, il y a un coût social que je trouve grave et inquiétant. Et c'est vrai qu'il y a des tas de jeunes qui vont acheter des habits, notamment sont les habits, à des coûts extrêmement bas. Mais voilà, derrière, il y a des enfants qui travaillent, ça vient pas d'Europe, ça vient pas de France. Oui, c'est-à-dire que ça dans une période où on nous dit qu'il faut faire attention, il ne faut pas prendre l'avion, etc., on fait venir des marchandises qui sont faites ailleurs. Il y a un coût écologique, il y a un coût de transport, il y a un coût social. Et en plus, tous ces surplus qui sont achetés, je suis une association qui récupère des habits de gens qui donnent des habits. Et pas qui les jettent, qui les donnent pour que ce soit recyclé, soit vendu l'euro symbolique à des personnes qui n'ont pas de revenus. Et dans ces habits, ils croulent, ils ne savent pas quoi en faire dans ces associations. Et il y a des habits neufs qui n'ont jamais été mis parce qu'il y en a trop. Donc, Black Friday, c'est beaucoup. Alors après, c'est vrai, acheter une machine à café, une machine à laver, etc. Ça, sur les biens de consommation qui sont bradés, on nous dit pour des gens qui ont attention, consommez moins d'un côté, exactement. Et en même temps, vous avez des pubs partout. Je ne sais pas, Véronique, en tant qu'économiste, comment vous... Le Black Friday aux États-Unis sur une journée, c'est 9 milliards de dollars sur une journée, 4 milliards et demi il y a 2 ans en ligne uniquement, ça fait 6 millions à la minute de dépenser 6 millions. Oui, en plus c'est en ligne, il faut des livraisons, etc. Vous pouvez avoir le buy online and pick up in store, donc là on achète en ligne, on va chercher click and collect. Alors il y a le Black Friday, il y a le Cyber Monday. Et puis, par contre, aujourd'hui, le mardi suivant le Cyber Monday, il y a le Giving Thursday. C'est apparu en 2012, en même temps que le Black Friday qu'on a importé en France en 2012, et qui consiste à la journée du don. Donc, c'est peut-être une façon de se racheter, le fait de dire... Le mardi, c'est la journée du don. Alors, ça peut être très bien du don. On achète le vendredi, on donne le mardi. Voilà, on a acheté le lundi. On redonne à Florence le mardi. C'est une façon qui donne à l'association. Voilà, mais c'est une façon de se démarquer. Mais c'est la société qui est ainsi. Le problème, c'est que, et je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a des biais cognitifs, il y a un biais d'ancrage, un biais de cadrage. Parce que quand vous voyez un produit avec un prix barré, forcément, vous regardez même pas si vous avez besoin du produit, vous regardez l'affaire que vous allez faire. Donc, j'ai acheté parce que c'était pas cher. Après, moi, j'ai acheté justement. Alors, Atis. Vendredi, on a parlé des États-Unis, on a parlé de avant les gens croulaient sous les habits. Donc moi je parle de aujourd'hui en tant que consommatrice aujourd'hui avec notre pouvoir d'achat qui a bien diminué. J'ai acheté vraiment des besoins primaires, des choses que je regardais auparavant et je disais mince, je pourrais pas l'acheter tout de suite, je vais attendre. Et j'ai acheté tout à moins 40%. Ma crème que j'ai mise ce matin pour l'émission que j'ai achetée vendredi dernier, qui était pour moi inabordable. Et là moins 40%. Oui, donc il y a un décalage de consommation. Finalement, il y a une partie de la consommation qui est décalée. Vous n'allez pas en acheter 2 pots. On le voit bien. Les gens, quand ils vont en grande surface faire leurs achats, les caddies sont moins remplis. Il n'y a plus personne dans les grandes surfaces. Auparavant, vous aviez des queues, surtout à la rentrée, qui allaient jusqu'à la fin du magasin. On ne voit plus ça aujourd'hui. Donc vraiment, on est dans le besoin primaire. Les vêtements, tout le monde revend. On revend sur des plateformes, je ne sais pas si on peut dire le nom, sur Vinted ou autre. Moi, je suis une fan. Je pratique énormément. J'achète également de seconde main. Ça fonctionne. Et moi, et puis même le troc, je procède énormément au troc. Quand vous voyez, vous donnez à quelqu'un, je troque, en même temps ça fait de la cohésion sociale, ça permet de rencontrer des personnes, même des poètes qui disent ah madame, je vous ai rencontré aujourd'hui, vous êtes poète, ok, moi je veux rien en échange, vous m'écrivez un petit poème et puis voilà. Mais ça je suis d'accord, ça c'est bien. Mais c'est pas le Black Friday. Il y a un échange. Black Friday, il y a beaucoup de gens qui attendent pour acheter. 63% des gens qui disent attendre le Black Friday. Et il y a 63%. Et dans cette partie, il y en a un tiers qui vont faire des cadeaux de Noël à l'occasion du. Alors là, j'ai un problème. Dire à ma belle-mère. J'ai un souci avec ça parce que je dis dans un sens, après tout, le cadeau, est-ce que c'est l'objet que l'on offre ou est-ce que c'est le sacrifice monétaire que l'on fait pour acquérir l'objet que l'on va offrir. Donc, je pense que là aussi, il y a peut-être une question de
génération, parce que faire un cadeau et savoir qu'on l'a acheté 40% voilà, moins, 40% moins cher, est-ce que c'est encore un cadeau? Ça peut être un sujet. Mais en même temps, Mathis vous répondrait, oui, mais il y a une baisse du pouvoir d'achat qui fait que... Le pouvoir d'achat nous oblige... On peut faire un plus joli cadeau, peut-être avec 40% de moins. Et ma belle-mère va être contente que je vais pouvoir faire des cadeaux à ses petits-enfants. Mais voilà, donc là, c'est ça. Mais en fait, si on pouvait ne pas appeler ça le Black Friday aussi. Oui. Ah oui. Mais Vendredi Noir, c'est pas terrible dans notre. Mais non, mais on est en France. On nous rappelle que le Vendredi Noir, historiquement, c'est pas terrible. Mais enfin, qui se souvient, qui sait ce que c'est que le Vendredi de Noir 29, quoi, voilà. On est peut-être autour de cette table à connaître, mais sinon, non. Mais arrêtons de parler anglais. J'en ai marre. Oui, c'est le Noir. Horripilant. Ce gouvernement qui passe son temps à sortir des choses en anglais directement. Enfin, je veux dire, c'est pas le gouvernement qui sort le Black Friday. Non, mais on peut lui reprocher beaucoup de choses. Non, mais quand on a parlé du pass sanitaire PA2S, c'est bien le gouvernement qui a sorti ça. PA2S. Dans quel esprit pervers est-ce qu'on peut... Vous voulez pas qu'on modifie du tout la langue, vous? Mais non, on parle... C'est écrit comment, le pass Navigo? Je sais même pas, ça s'appelle le Navigo, mais j'en sais rien. Mais j'ai une liste, j'aurais dû la porter, je la porterai la prochaine fois, de toutes les choses édictées et décidées par le gouvernement qui sont directement en anglais ou dans un franglais lamentable, etc. Je ne sais même pas s'il y a un ministre de la francophonie, en tout cas s'il y en a un, il est discret. Il y en a un ou pas? De quoi? Un ministre de la francophonie. Oh, sans doute, oui, bien sûr. Il y a une dame, oui. On ne sait même pas qui c'est. Qui est-ce? Qui était c'est cette pauvre gynécologue qui avait été accusée d'avoir voilà. abusé de ses patients. C'est pas ça. Enfin bon, en tout cas, désolé pour elle de ces accusations. Mais elle l'a fait en français. Qui ont l'air mensongères, mais enfin en tout cas, elle est discrète. On ne peut pas dire qu'elle nous abreuve de recommandations pour parler français. On va dire juste une seconde sur le débat du Black Friday. C'est très intéressant parce que c'est exactement le débat qu'on a aujourd'hui entre il faut consommer moins, disent les uns, et on a le pouvoir d'achat baisse, donc on se précipite sur quand on peut consommer. Et la consommation est importante pour une certaine classe de la société, contrairement à ce que croient peut-être ceux qui nous disent il faut se restreindre. Quoi. Ce vendredi noir, c'est pas autre chose que les soldes. On peut arrêter. Oui, mais c'est mieux. Sauf que c'est mieux que les soldes. Ce sont des produits de mauvaise qualité. Qu'on présente, des produits qu'on ne voyait jamais. Alors que Black Friday, c'est des produits qui sont là pour une durée limitée. Je pense pas qu'il y ait une mauvaise qualité. Non, les soldes, c'est pas mauvaise qualité. Vous n'avez pas le droit de les brader parce que c'est une mauvaise qualité. Attendez, il ne reste plus que 14 minutes et on a deux gros sujets. J'aurais des produits qui sont super moches. Non, il paraît. Tout le monde dit les soldes, c'est totalement ringard aujourd'hui. On trouve ça, des mauvais produits qu'on paye assez cher. Énormément les produits. Et d'ailleurs, les soldes. Je suis la chef. Non, ce qui doit être en stock pendant un certain temps, on n'est pas le droit de solder. Les fausses soldes, c'est des choses que vous achetez pour les soldes. Mais d'ailleurs, si on reprend les statistiques des soldes, ça ne marche pas très bien dans les magasins depuis quelques années. Je voudrais qu'on passe parce que c'est important, l'inscription de l'IVG, peut-être l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Alors, le nouvel article 66 de la Constitution devrait être rédigé ainsi. La loi garantit l'effectivité et l'égal accès au droit à l'interruption de grossesse. C'est un texte qui a été voté par l'Assemblée, notamment par l'accord de Renaissance de la NUPES. C'est important. Ça change les choses que ça soit inscrit dans la Constitution. Oui, enfin on peut revenir dessus après. On peut toujours revenir dessus en demandant l'abrogation d'un article de la Constitution. Mais alors après, c'est compliqué. Ouais. C'est-à-dire que là, en l'inscrivant dans la Constitution, c'est sacralisé. C'est compliqué de l'inscrire dans la Constitution. Parce que le process juridique, c'est il faut que les deux assemblées, Assemblée nationale, Sénat, votent le texte dans la même écriture. Et puis ensuite, il faut que soit il y a un référendum, soit c'est la réunion du Congrès. Le président choisit. Bon, alors référendum, ça m'étonnerait, c'est un peu compliqué et long à mettre en place au niveau de la totalité du territoire, donc ça c'est compliqué. Et ensuite, ça passe au Congrès et ce sera à 3/5 de voix pour pouvoir voter pour ou contre. Maintenant, je suis pas sûre je suis assez même persuadée que le Sénat va voter contre. Alors le Sénat a déjà voté contre. A déjà voté contre et je pense qu'il va revoter contre.
contre. Voilà. Mais c'est dommage parce que ça sacraliserait le principe. Alors c'est vrai c'est venu sur la table parce que c'est une décision d'un pays étranger qui n'a pas le même droit parce que c'est un droit jurisprudentiel. Voilà. C'est un État fédéral. Enfin bon, on est dans des conditions. La Cour suprême américaine, qui a permis à chaque État de faire ce qu'il veut. Exactement. C'était un retour en arrière. Ce qui est totalement absurde, parce que deux États mitoyens, il n'y a pas de frontières, il suffit de passer dans l'autre État pour pouvoir le faire. Enfin bon, en fait, l'idée, c'est justement qu'on ne puisse plus jamais revenir dessus et on ne puisse plus abroger cette loi, qui peut être un risque. Je vous propose d'écouter l'intervention un bout de l'intervention d'Aurore Berger à l'Assemblée nationale sur ce sujet. Ma mère a eu recours à l'avortement à un moment où c'était illégal dans notre pays. Elle y a eu recours, comme peut-être un certain nombre de nos mères, de nos grands-mères. Elle y a eu recours dans un moment où elle risquait la prison et elle risquait sa vie. Où elle a d'abord fait appel à un médecin, vraisemblablement assez connu à l'époque pour cela, mais l'opération ne s'est pas très bien passée. Et comme pour de trop nombreuses femmes, elle a dû ensuite aller à l'hôpital où elle pensait trouver un refuge bienveillant, un refuge accueillant. Elle a été reçue sous une forme d'inquisition, parce qu'on avait bien compris évidemment l'acte qu'elle avait tenté de réaliser à ce moment-là. Et alors qu'elle était dans les mains de médecins, eh bien, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'elle a en effet pu mettre un terme à sa grossesse, mais qu'elle a subi un curetage sans anesthésie. Voilà ce qui se passait. Voilà ce que les femmes subissaient. Voilà ce que nos mères ont pu subir. Voilà, quand on entend ça, évidemment, on se dit qu'on n'a pas envie de revenir en arrière quand même. Et il n'y aurait que des femmes qui ont de l'argent, qui pourraient aller dans des pays étrangers pour le faire. Et du coup, les femmes qui n'ont pas d'argent, elles se feront avorter dans des conditions dramatiques. Je suis un peu étonné par votre commentaire. Quand on entend ça, on n'a pas envie de revenir en arrière. Est-ce que quiconque en France, il y a le moindre risque qu'on vienne en arrière? Non, on n'est pas aux États-Unis. Comme le dit très justement Florence Merkel, les États-Unis, c'est un État fédéral, c'est autre chose. Je me fous de ce qui se passe aux États-Unis. Non, vous en foutez, on est en France. Il n'y a absolument pas le États-Unis est arrivé chez nous. Et ce qui arrive aux États-Unis arrive chez nous 15 ans après. Un seul parti politique qui recommande la suppression du droit à l'avortement, pas un seul. Donc voilà, il n'y a pas le moindre risque. Alors arrêtez. Aujourd'hui, il n'y a pas de risque, mais on ne sait pas dans 10 ans. Zemmour, dans sa campagne, était très favorable à l'avortement. Il y a peut-être plus important en ce moment que de s'occuper d'installer ça dans la Constitution. Je suis très attaché au droit à l'avortement, mais il ne me paraît pas du tout remis en cause. Alors voilà, est-ce que c'est une priorité? Non, mais ça fait plaisir à plein de gens. Non, mais c'est pas le risque. Le risque, c'est pas aujourd'hui, forcément. Mais je veux dire, quand Obama était au pouvoir aux États-Unis, il pouvait dire, mais il n'y a aucun risque, que ça soit remis en cause. C'est les États-Unis, le métronome de la vie politique française. Non, mais vous savez bien que ce qui se passe aux États-Unis arrive en France avec 10 ans plus tard, non? En gros. Oui. Généralement. 10-15 ans plus tard. Pas toujours. Donc, on voit bien qu'il y a une radicalisation d'un certain nombre de sociétés en Europe aussi. Donc, regardez ce qui se passe en Italie. Voilà. C'est pas très loin de chez nous. Mélanie risque de, elle a nommé au ministère de la Santé des gens qui sont très opposés à l'interruption volontaire de grossesse. Mais la question, c'est peut-être aussi la question de droit inaliénable, parce que c'est bien de ça qu'on parle ici. Mais à qui reconnaît-on des droits inaliénables? Quand on regarde les analyses, alors quand je regarde les libéraux économistes, mais qui s'intéressent bien évidemment, parce qu'en économie, on donne un prix à la vie, donc les assurances, c'est ce qu'elles font. Finalement, on s'aperçoit qu'on reconnaît des droits inaliénables à l'enfant ou à la mère, et à partir de quand peut-on parler de l'enfant, du fœtus, etc. Dès le moment de la création, certains disent dès qu'il y a conception, mais on peut reconnaître finalement des droits à ce qui est conçu. D'autres considèrent que si c'est conçu en dehors du mariage, en dehors du contrat, c'est moins grave. Donc c'est un crime moins grave. Il y a des auteurs qui nous disent finalement c'est un crime moins. Non, c'est même pas un auteur, c'est Kant, je crois, Emmanuel Kant, qui disait hors du contrat de mariage, le crime est mineur. Si on considère ça. Donc, et puis il y a les libertariens, et là qui sont un peu dans l'idée de la tolérance, qui nous disent, mais finalement, et il y a un auteur qui est malheureusement décédé, qui était un collègue, Bertrand Le Ménissier, qui disait on peut faire un marché libre de l'adoption qui serait la solution à cet avortement. Parce que pour lui, l'avortement, c'était finalement la loi du premier occupant. C'est-à-dire il y a le ventre et l'enfant, le ventre, la femme, donc c'est le premier occupant, et l'enfant, c'est un peu comme une clause, comme une expropriation. Donc si on ferait venir le juge uniquement
effectivement, si le propriétaire et le locataire avaient quelque chose à se reprocher, le juge trancherait. Et sinon, il y a le marché libre de l'adoption, et puis on a une solution. Voilà. Et finalement, on arrive au je trouvais que finalement Bertrand Le Ménissier avait finalement réfléchi à la chose de façon assez originale. C'est intéressant. C'est intéressant. Atis, sur ce sujet. Là, tout ce qui a été expliqué, c'est assez juridique, c'est assez ambigu, donc il vaut mieux sécuriser donner le droit et celles qui veulent faire ça ne risque rien de sécuriser, en tout cas. Il vaut mieux sécuriser. Même si, comme vous dites, il n'y a pas forcément de risque immédiat, mais risque, c'est justement, on ne le voit que quand il arrive. Et de toute façon, ça ne va pas être inscrit à la Constitution. Alors, dernier sujet. On va parler un peu de ce que nous dit, au fond, le débat sur la corrida qui n'a pas eu lieu à l'Assemblée. Alors, justement, tiens, je vais vous demander, a priori comme ça, Atis, je vous demande, mais je connais la réponse. Vous êtes en charge du bien-être animal, donc. En plus, c'est marrant, monsieur a mis une cravate rouge. Est-ce que c'est fait exprès pour exciter. Alors, vous savez que les taureaux ne voient pas la couleur. Hein. D'accord. Ouais, donc les gens qui disent on a mis du rouge pour les exciter, non, ça peut être vert, bleu ou noir, c'est pareil pour eux. D'accord. Voilà, enfin bref. Bon, je suppose que vous êtes contre. Voilà, c'est une très bonne supposition et moi je donne l'affirmation, je suis contre. Véronique ? Moi, je n'ai pas assisté en vrai à une corrida, j'ai assisté à des rodéos, mais ça n'a rien à voir. Ah non. Mais il y a des grosses bêtes aussi. Donc, oui, mais il n'y a pas de mise à mort. Il n'y a pas de mise à mort. Mais la puissance du taureau me semble tellement forte que je ne sais pas si j'arriverai à supporter le spectacle de la mise à mort, en fait. C'est ça. Par contre, je reconnais les raisons et l'héritage culturel qui est derrière. Et je pense qu'on ne peut pas trancher. Florence ? Moi, je suis contre, mais je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas faire une corrida sans mise à mort. À la portugaise, quoi. Oui, la portugaise. Voilà, parce que ça doit être certain. J'ai jamais assisté, mais ça doit être beau comme spectacle. Les partisans de la tauromachie, ça vous dirait, ça serait ne pas avoir aucun respect du taureau. Mais Jean-Charles ? Moi, je serais a priori légèrement contre, mais je suis totalement pour que ça continue à exister. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut être contre et est-ce qu'on peut se dire, oui, mais il y a des traditions dans le sud de la France et après tout, les traditions, c'est peut-être quelque chose qui est important, qui est une sorte de résistance à la modernité. Non, vous comprenez ça ? C'est bien, après on peut en prendre plein des traditions, comme l'excision des femmes africaines, c'est une tradition. Il y a aussi c'est pas pareil, mais c'est une tradition. Mais il y a est-ce qu'il faut comparer la souffrance animale et la souffrance humaine ? C'est encore aussi voilà, en fait, la question, elle est là. Est-ce que l'animal, on considère qu'il a de la souffrance ou qu'il n'a pas de souffrance ? Et allez, on va dire que même si on considérait pas, si on allait un petit peu plus loin, qu'on faisait un peu plus de philosophie derrière, le taureau, qu'est-ce qu'il représente dans toutes les cultures ? Il a toujours représenté la vitalité, la force, le travail, la fécondité. Et là, le fait de l'abolir comme ça en public, on envoie quoi comme message ? On veut pas qu'il y en ait un qui est supérieur. Il arrive, il rentre dans l'arène, il est plus fort que nous. Non, on l'achève en public. Alors, on pourrait même dire que ça représente le mec. Là, c'est la force masculine, et que le torero avec son petit truc et sa caprouse, c'est plutôt une figure féminine presque. Hein. Oui. C'est un peu plus compliqué parce que il ne s'agit pas d'arriver dans une arène et puis de buter un taureau. Je veux dire, si vous avez déjà mis les pieds, ne serait-ce que dans une étable, face à un taureau un peu vif de 500 kilos, si vous voulez déjà on ne se sent pas totalement à l'aise. Donc c'est pas aussi facile que ça, d'une part. Bien sûr, et ensuite, il y a une chose intéressante de parler de bien-être animal. Alors certes, la fin d'un taureau de combat est un peu sordide, mais sa vie est un bonheur absolu. C'est-à-dire, c'est pas comme les vaches dans des élevages horribles qu'on peut avoir en France et en Europe, qui voient même pas une touffe d'herbe de leur vie. Eux, ils sont pendant 4 ans dans une liberté, dans une Camargue magnifique. Et voilà. Donc certes, la fin est moyenne. Et la fin, paf, de la cruauté. Je dis pas le nom de l'émission. Comme disait un philosophe, François Brand, qui a fait un livre là-dessus, la différence c'est que les animaux qu'on mange, ce sont des animaux qui ont été abattus, le taureau a été combattu.
Voilà. C'est quand même une différence. Et alors moi, ce qui me choque beaucoup, c'est de toute façon, il va mourir quand il rentre dans l'arène, quoi qu'il arrive, sauf s'il est gracié. Ça arrive, oui, mais ça arrive très rarement. Oui, mais si lui, il blesse le torero, si lui il blesse le torero ou qu'il le tue, il y en a un autre qui arrive pour ensuite, de toute manière, il est condamné. C'est ça qui est mais non, mais c'est normal. C'est pas un jeu, c'est pas un jeu, c'est pas un match de foot. Non, c'est une mise en avant. Un spectacle avec ses enfants, en sachant qu'il y en a un des deux qui va mourir à l'intérieur. Je veux dire pas que pour la culture, c'est lui apprendre la vie et la mort. Avec ses enfants, on n'est pas obligé d'aller avec ses enfants. Qu'est-ce que c'est que cette idée d'aller avec ses enfants? C'est une tradition, c'est une culture. Moi j'y étais quand j'étais. Ma belle-mère, elle y allait quand elle était petite. Elle est devenue partie de il n'y a pas d'obligation à emmener ses enfants. Moi je crois même que ça doit rester une tradition. Il y a des programmes de télévision qui sont bien plus effrayants pour les enfants qu'une corrida. Donc c'est effrayant. Juste un mot, parce qu'on ne va pas débattre sur le fond. Après tout, même l'Assemblée nationale a refusé d'en débattre. Mais il y avait un article très intéressant dans le Figaro d'un philosophe qui s'appelle Jean-Claude Michéa, qui explique ce que nous dit, au fond, la corrida du mouvement LFI. C'est-à-dire qu'au fond, il y a dedans une tendance marxiste, un peu, qui est représentée par des gens comme Ruffin, et puis une tendance beaucoup plus sociétale, qui est représentée par Caron, enfin par ces gens-là. Et c'est possible que le taureau est plus foncé sur LFI que LFI sur le taureau. Non, non, tout à fait. Et c'est tout à fait vrai. En fait, cette frange de LFI, c'est des dynamiteurs de la société. Ils n'ont pas pour objectif de la changer, mais juste de la dynamiter, je pense. Mais pour en revenir à la corrida, il y a dans cet article du Figaro, là, de ce philosophe, ce qui était tout à fait intéressant, c'est qu'il disait, chez les gens qui sont pour la corrida, on comprend toujours qu'on puisse être contre la corrida. Oui, en revanche, les gens qui sont contre la corrida, ils ne veulent même pas en débattre. On est contre, puis les gens en face sont des assassins, des cons, etc. Il n'y a pas de débat possible. Et ça me choque un peu. Moi, par exemple, je suis absolument contre la peine de mort. Je peux accepter l'idée que quelqu'un ne soit pas totalement de mon avis. Je ne vais pas pour autant avoir envie de les intégrer. Voilà. De le tuer. Et je trouve que ça manque un peu de discernement de la part des anti-corridas. Non, mais ce qui est vrai, Atis, c'est qu'il y a, enfin je pense, un changement de nos pensées, de nos comportements vis-à-vis des animaux. Il y a déjà dans la loi, ça a évolué. Et c'est vrai que je pense que c'est un spectacle qui est condamné qui est condamné à mort à terme, de toute façon, la corrida. C'est vrai qu'on ne supporte plus du tout ce qu'on supportait avant, la façon dont on traitait les animaux. En gros, c'est ça. Tout à fait. Ce qui est marrant, c'est qu'au début de l'émission, on a entendu un criminologue. Oui. On a parlé des enfants, des jeux, de tout ce qu'ils voient qui est très agressif. Là, d'aller à un spectacle... Moi, je suis tout à fait pour le débat. Je représente aucun parti politique. Comme dit, je suis le bras droit de ma main droite. J'interviens par rapport à mes convictions. Par rapport... Non, pardon. Non, c'est une boutique. Je suis droitière, je suis une grande droitière, voilà, on va dire ça. Mais bien sûr, en fait, tout ce on le dit, même les nutritionnistes, ce qu'on mange, ça influence notre corps. Il y a des comportementalistes qui interviennent même également dans les écoles pour apprendre aux enfants à comment bien traiter son chat. Le comportement, oui, des humains envers les animaux change. Beaucoup. Bien sûr, mais est-ce que l'être humain n'a pas aussi besoin de t'entendre un vrai spectacle violent? Je veux juste dire que le Conseil d'État en 2016 avait retiré la corrida du patrimoine immatériel. Donc là, il y a une prise en compte quand même de cet aspect. Ça a été dans le patrimoine immatériel, ça n'est plus. Le Conseil d'État 2016 retire la corrida du patrimoine immatériel. Donc là, c'est un geste. Pourquoi le Conseil d'État vient faire là-dedans? C'est ce que j'ai pu lire. Parce qu'ils ont des robes que... Et par contre, je voulais signaler aussi qu'il n'y a aucune liste des endroits où la corrida est autorisée en France, parce que finalement, on dit c'est dans le sud de la France. Mais là encore, c'est la Cour d'appel de Toulouse en 2020 qui a dit PACA, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, rien d'autre. Et puis, je termine avec ça, c'est que les taureaux font partie de l'élevage. On ne va pas distinguer taureaux d'élevage pour la corrida ou taureau tout court, et la commission, le Conseil européen, il n'y a au Conseil européen que la France, l'Espagne, le Portugal, on sait pourquoi, qui s'opposent à ce que des subventions soient versées. C'est quand même 200 millions d'euros par an qui sont versés aux éleveurs de taureaux pour la corrida. Bah oui, parce que quand vous dites, on ne va pas faire la distinction. Les taureaux de combat, c'est une race. Non, c'est pas elle. C'est le droit. Alors qu'on fait quand même dans le droit la distinction entre les animaux domestiques. Oui,
avec lesquels il faut bien se comporter, et les animaux sauvages sur lesquels il n'y a pas de règles. Merci, parce qu'on a déjà dépassé le temps, enfin, c'était passionnant. Merci à tous les quatre et à très vite pour un nouveau numéro de PAF.